Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir de recevoir de charmants invités. Mais oui, dis On va donc. dire interviewés par Véronique. Oui, moi je suis ravie parce que les 4 sont pour moi. Que pour toi. Mais pour qu'est-ce moi. que c'est que cette histoire? Donc Voilà. Elle rêve hein, de Grande classe. Voilà, non merci. Véronique qui rêve. Hein. Voilà. Ouais, elle rêve, ouais. Bah écoute, moi je vis mes rêves, donc c'est parfait, merci. Donc on accueille Right Orwell, un groupe d'électro-rock, mais je crois qu'il y a encore d'autres appellations derrière, mais ils vont nous en parler. Donc on peut dire, moi je vais dire parce que ça me fait plaisir, 4 garçons dans le vent, parce que ça va rimer avec Vincent, puisque c'est le seul qui a un prénom qui finit en an, puisque les autres, eh bien, il s'agit de Sébastien, de Fabien et de Julien. Et d'ailleurs, c'est Yen, toi. Yen. Voilà, et voilà. Oh, Yen. D'accord. Alors, bah, justement, Julien, c'est toi qui vas t'y coller pour démarrer. Ouais. Tu vas nous raconter un petit peu la genèse du groupe. Comment s'est créé ce groupe ? Je suppose que c'est la musique qui vous a réunis. Et puis, chacun de vous va pouvoir aussi parler de ce qu'il apporte à ce groupe. Et puis après, on va parler du style et puis pourquoi le choix de l'anglais aussi, du nom du groupe, mais aussi des chansons que vous écrivez en anglais. Oui, donc effectivement, nous on est Right Orwell. Pour revenir sur les qualificatifs, nous on se définit effectivement comme rock progressif, pop, électro. Donc chaque mot a son importance et on essaye de rendre hommage à chaque terme dans nos morceaux. Donc le groupe il s'est créé en 2020 sous l'impulsion de Sébastien surtout qui arrivait avec son univers, beaucoup de textes, beaucoup de maquettes. Donc on le remercie. et finalement, on s'est retrouvé effectivement sur 2 aspects. Donc évidemment la musique sur les influences communes. Donc on cite régulièrement Pink Floyd, Archive, Muse, ce genre de groupe, ce genre de musique. Et aussi un peu plus de rock indépendant, de scène, la scène rock belge par exemple, avec Ginzu, avec Girls in Hawaii, Deus. Voilà, donc effectivement on se retrouve là-dessus. Alors effectivement, on n'a pas forcément tous le même âge dans le groupe, donc on n'a pas tous la même génération musicale, mais on arrive à trouver quand même des ponts. Je sais pas pourquoi tu regardes Vincent. Non, je regarde tout le monde. Je regarde tout le monde. Mais on a quand même des ponts musicaux qui se font sur plein d'aspects. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est vachement agréable de bosser ensemble là-dessus. Et un deuxième critère qui nous lie aussi, c'est les thématiques du groupe, en tout cas des textes. Et ce qu'on a voulu mettre en avant sur l'album qui est sorti cette année. C'est en fait les thématiques de dystopie et d'utopie. Toutes ces thématiques qui permettent d'aborder un discours politique sur les évolutions de la société, sur les grands enjeux du siècle passé et à venir. Le conditionnement des masses et le conditionnement social en général. Des choses qui avaient été décrites dans les livres de George Orwell et d'Aldous Huxley. Oui. Donc le meilleur des mondes et puis 1984. Voilà, donc c'est un peu ce qui nous lie aussi par rapport à ces thématiques qu'on trouve vraiment d'actualité aujourd'hui par rapport à tout ça. Hélas. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'anglais comme langue, parce que c'est quand même le point commun à ces livres dont les histoires se situent toutes à Londres où on espérerait pouvoir jouer un jour. Et puis aussi parce qu'on a vu que dans le rock indépendant belge notamment, la langue qui s'exporte le mieux dans le rock, c'est l'anglais. Alors on n'est pas fermé à faire du rock en français, mais c'est vrai que dans l'idée d'Orwell, Huxley, en sachant que Pink Floyd avait déjà aussi utilisé cet univers dans leur album Animals, avec la ferme des animaux d'Orwell. Ah oui. Donc c'est un peu tout ça qu'on a amené. Et on a aussi une approche de chansons plus biographiques qui aborde d'autres thèmes que les utopies ou dystopies qu'a pu vous expliquer Julien. Et donc, tu disais que c'est la rencontre, c'est surtout toi, Sébastien, qui a écrit ces chansons, qui était là. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est les réseaux ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez tous les 4 ensemble ? Alors, dans mon cas, moi je suis arrivé en 2020 sur Montpellier et j'ai tout de suite voulu chercher un groupe pour jouer. Okay. Et j'ai eu la chance, j'ai fait une annonce sur Internet, sur un réseau spécialisé,
pour les musiciens. Et donc j'ai été contacté par Sébastien et Jérôme à l'époque pour me rejoindre leur groupe avec et Fabien et arriver en même temps. Voilà, on a répondu à l'annonce à peu près en même temps. On s'est retrouvé à une soirée speed dating. Ah, excellent. Je connaissais pas. Donc en fait, il y avait 2 annonces sur le site Zik Info, cherche batteur et bassiste. Voilà. Et du coup, on voilà. s'est rencontrés, la section rythmique Groove. Voilà. On aurait pu faire l'inverse, qu'on est tous les 2 batteurs et bassistes. Non, voilà, dans le groupe, c'est moi le batteur et c'est lui le bassiste, mais on aurait pu très bien répondre à l'annonce dans l'autre sens. Et donc effectivement, on a rencontré Sébastien et Jérôme à cette soirée au Beaux-Arts autour d'un verre. Et on a discuté de nos univers. Et très rapidement, en effet, Pink Floyd était au centre. Et comme le disait Julien, c'est vraiment le fédérateur parmi toutes les influences. Et ça a vraiment résonné, que ce soit en termes d'univers littéraire, George Orwell, que ce soit en termes d'univers musical. On a été boosté. Déjà, on avait écouté les maquettes de Sébastien, ça nous avait touché. Et cette discussion a juste confirmé qu'on avait envie de mener ce projet ensemble et de faire ce rêve qui était cet album. Ça, il a miroité pendant quelques temps dans nos têtes. Et en fait, il s'est concrétisé. Parce qu'on y a mis l'énergie, la passion, la patience. C'est compliqué de faire un album, de tenir jusqu'au bout, et on a réussi à le sortir. Et ça nous a boosté pour la suite. Comment vous avez... c'est génial, donc speed dating, qui dit speed dating, rencontre, mariage, donc avec... voilà, pourquoi pas. Comment ça s'est passé après ? Vous travaillez chacun de votre côté, ou vraiment vous avez un lieu où vous vous retrouvez pour que chacun mette sa patte? On a eu 2 périodes. On a une première période, c'était pendant le Covid, donc on a pas mal travaillé les maquettes, chacun dans son côté, pour enregistrer les morceaux. On avait le même logiciel, donc on enregistrait chacun de notre côté. Et après, on a assez vite fait le choix, dans la chance d'avoir chez Fabien un lieu où on peut jouer tous. Donc on joue chez Fabien, il a tout le matériel. The Garage, voilà. C'est notre studio, home studio, salle de répétition, donc on se retrouve toutes les semaines. Donc répétition toutes les semaines, et c'est là où l'alchimie se produit, avec chacun pousse ses inspirations, que ce soit un riff guitare, basse, un fil batterie, et du coup les autres apportent un petit peu leur touche musicale, et cette alchimie, il en ressort quelque chose. Et donc on enregistre toutes nos répétitions, et ensuite on peut écouter le et résultat. vous en servir pour l'album finalement. Alors exactement, donc on enregistre nos répétitions, on les écoute, et c'est ce qui permet de peaufiner, parce qu'on n'a pas la même oreille lorsqu'on joue que lorsqu'on écoute, avec un petit peu de recul. Et sur quelques répètes, les morceaux se stabilisent, on les teste aussi en concert. Et une fois qu'on se dit que c'est ça qu'on veut enregistrer, on retourne en mode studio. Et là, on enregistre piste à piste, comme on le fait dans les studios pour capter la bonne note, le bon moment. Et c'est ça qui crée beaucoup d'émulation, parce qu'effectivement, il y a cette espèce de ping-pong entre le travail qu'on peut faire chez nous de façon individuelle, rebosser sur ses parties d'instruments, réécouter ce que font les autres un peu plus dans le détail aussi, parce que quand on est en répète, on n'a pas forcément la même attention que quand on est au casque, chez soi, au calme. Et donc il y a ce jeu de ping-pong effectivement qui enrichit forcément les morceaux. Et des fois même en répète, le hasard, les erreurs, ce qu'on s'amuse à appeler la sérendipité, du coup crée des choses qu'on n'aurait jamais créées autrement que par la relation en live. Et ça, c'est vachement important aussi dans le résultat final de l'album et des morceaux. Moi, je crois qu'on va vous écouter. D'abord, vous êtes tous les 4 réunis, vous êtes tous les 4 à la SACEM. Tout à fait, on a enregistré à la SACEM. Voilà, et on va les écouter. On va vous écouter. Allez, on vous écoute. We have to be proud. We have to stay young. We have to be strong. We have to be glorious. We have to be rich. We have to be beautiful. We have to be powerful. A wonderful mass conditioning. We have to be slaver. We have to be a worker. We have to be faster. We have to be stronger. We have to be richer. We have to be the streeters. We have to be the leaders. Wonderful mass conditioning.
had to do is to follow the rules. All we had to do is to remain at dues. All they wanna do is to change us in food of this mass conditioning. We have to be winners, changing in perfect killers, to raid all the losers. We have to be the stealers, always providing downers, to forget all this terror, just to see us in the mirror. Wonderful mass conditioning. All we had to do is to follow the rules. All we had to do is to remain at dues. All they wanna do is to change us in food of this mass conditioning. All we had to do is to follow the rules. All we had to do is to remain at dues. Yeah! All they wanna do is to change us in food of this mass conditioning. There is no way for us to love. Distance, defense, we can't see him all face to face. Insane, with chain, we still live in second-hand love. The pain, too vain, we wait in vain, another chance. Meanings, secrets, we've never tried to understand us. Feelings, regrets, we never tried to care about us. How could we try to talk again? Is it too late or is it hell? Maybe there is something to gain, and taking your future in our Oh,
your future in our head. C'est génial, c'est génial. Non, c'est voilà, ça donne envie. Alors après, moi, ce que j'aimerais, on va finir avec ça. Juste les thématiques des chansons. Donc c'est ce que tu as dit. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu t'adresses à la caméra qui est juste là pour dire à nos spectateurs où est-ce qu'on peut vous écouter. Je suppose que vous avez un site, une chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Alors oui, on peut être écouté sur Spotify et Deezer et toutes les plateformes de streaming. On a aussi un site internet qui s'appelle writeorwell.com et puis également tous les réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter. Et voilà, je pense qu'on a bien travaillé cet été pour mettre tout à jour, pour que ce soit parfait, pour passer l'automne bien au chaud à écouter Write Orwell. Yeah. Bravo. Merci. Bravo. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, on peut également, si vous nous contactez, on a l'album physique avec Digipack, livré, donc pour ceux qui aiment les objets matériels physiques. Et sinon, si vous voulez quand même du numérique, vous pouvez nous sponsoriser. On est sur Bandcamp et vous pouvez acheter l'album en numérique et récupérer les pistes si vous voulez les graver chez vous. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup les garçons. Merci. On vous dit au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors Nawel, c'est à ton tour. Tu mais vas nous interviewer une personne très Tout à fait. intéressante, Une avec femme, qui j'ai eu l'honneur de discuter tout à l'heure. Ouais, une Voilà. femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc j'ai le plaisir donc de vous présenter Marie Quérol, qui est écrivaine. Et donc Marie, tu es venue nous parler de ton dernier roman que j'ai là sous la main, que je vais vous montrer, qui a un titre, je trouve déjà très poétique, puisqu'il s'intitule, ton roman, « Le soleil dans les yeux ». Alors, « Le soleil dans les yeux », Marie, c'est un roman autobiographique. Tout à fait, oui. Qui parle de la période de ta vie entre 1950 et 1956. Et c'est le soleil qui brille en Algérie. Tout à fait, oui. Ça parle, voilà. Oui, tout à Alors, fait. est-ce que tu peux nous en dire quelque chose déjà au niveau du thème ? Parce que c'est une période très précise dans ta vie, 1950-56. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, de quoi s'agit-il en gros dans cette période-là ? Pourquoi tu as sélectionné entre autres cette période pour en écrire un roman ? Oui, c'est la vie d'une petite fille qui vit en Algérie. Oui. Et elle avait de l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans. De 6 ans à 14 ans, oui. Elle est partie, elle était en pension, mais elle était très turbulente. Elle était vraiment, elle est espiègle, très espiègle. Et puis c'est elle-même qui raconte sa vie, comment qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Ce sont des réflexions d'enfant. Ah, c'est le point de vue de l'enfant, de la petite fille, super. super. Le point de vue, voilà. Ouais. Et la petite, c'est comment qu'elle a ressenti, comment qu'elle a vu les choses, et comment qu'elle, voilà. Et voilà. Cette petite fille, c'était toi. C'était moi. C'est ça. Hein. Tu l'as écrit en jeu. Oui, je vois que tu es très émue, donc je pense que c'est bien. Je n'ai pas l'habitude de passer à l'antenne. Oui, bien sûr. Mais ça me touche aussi, parce que tu nous parles de toi, et c'est quelque chose de très intime de parler de son enfance aussi. Oui, mais ça m'a pas été difficile, parce qu'au départ, je voulais simplement l'écrire pour mes enfants et mes petits-enfants. D'accord. Mais mes enfants ont dit non, il faut l'éditer. Il faut le publier, l'éditer. Non, je ne publie pas, je garde pour moi. Elle me dit, mais si tu ne le publies pas toi, c'est nous qui nous le ferons. Ah.
Alors j'ai fait. C'est tout. Ben oui, formidable. Hein. Et alors, justement, il est publié aux éditions Baudelaire. Je parlais de poésie avec le titre et même les éditions. La petite fille, elle est très rêveuse. Oui. Donc, il y a pas mal de poésie. Il y a des descriptions du village, de l'Algérie. C'est très beau, l'Algérie. Ouais, ben oui. Description des villages. La vie en communauté avec les indigènes. Il n'y a pas que son histoire propre. Il y a aussi toute l'histoire de la vie des gens. Oui, il y a aussi l'histoire de tout le monde et l'histoire avec un grand H aussi, j'imagine, Algérie, entre 50 et 56. Ouais. Tout y est. Et ça se passe où en Algérie? Dans un petit village qui s'appelle Nkleta. Nkleta. Oui. C'est plutôt au nord? Non, c'est en Kabylie. Ah, en Kabylie. En Grande Kabylie. D'accord, ouais. Voilà. Et tu en gardes un bon souvenir? Ou c'est mitigé? J'ai un bon souvenir de la vie avec les gens, mais pas un bon souvenir de la vie que j'ai passée. Ouais. Tu parlais de pension, donc c'est l'histoire de cette petite fille qui est mise en pension. Mais quand tu parles de pension, c'est quoi? C'est une pension catholique? C'est en orphelinat. Ah, c'est un orphelinat. Ah oui. Jusqu'à l'âge de 10 ans, pendant 4 ans. D'accord. 4 ans d'orphelinat, avec des sœurs qui n'étaient pas des bonnes sœurs. Ah voilà, donc c'est catholique, c'est bien ça, c'est chrétien. Avec des sœurs qui n'étaient pas bonnes. Ouais, hein, oui, c'est vrai qu'on disait que c'était des bonnes sœurs, mais pas toujours. Hein. Oui. Ouais. Et comment c'était, pourquoi d'écrire ce livre? Parce qu'un jour, en l'an 2000, j'ai été dans le désert de Tunisie, avec ma fille aînée. Et puis, je vois des toutes petites maisons avec des petites portes. Et ça m'a rappelé où j'habitais en Algérie. Ah. Alors, je dessine sur le sable. J'ai dit, voilà, j'habite là, comme ça, je faisais. Et je l'ai vu qu'elle était très intéressée. Et partie de là, mon envie d'écrire. Ah, l'inspiration est venue à ce moment-là. J'étais pas jeune, j'ai commencé très tard. Ouais. Voilà. Et c'était comment de l'écrire, ce livre? C'était facile, difficile? En combien de temps tu l'as écrit? Ça dépend. Il y a des fois, c'était facile, et des fois, c'était très difficile. Ouais. En combien de temps? Je peux pas donner un temps, parce que j'ai commencé, j'ai lâché pendant quelques années, j'ai repris, j'ai relâché. Je peux pas donner de temps. Mais enfin, j'ai commencé. Ça a pris le temps dont tu avais besoin, peut-être. Voilà. J'ai commencé il y a très longtemps. Mais comme je n'avais pas envie d'éditer, donc ça traînait beaucoup. Voilà. Ouais. Et ça t'a fait du bien de l'écrire, final? Ça dépend des endroits, des passages, ça dépend. Ouais. Parce que remuer les souvenirs, c'est très difficile. C'est douloureux. Ouais. Alors, moi, je t'avais proposé de lire un extrait. Tu es toujours d'accord? Oui. Pour que je lise un extrait. Oui, comme absolument. Ça va nous permettre aussi de découvrir ton écriture, ton style. Alors. Net. Je me fais vieille. J'espère que je vais bien le lire. Hein. Mais oui, il n'y a pas de raison. Tu vois, c'est pas n'importe qui le lit, parce que moi, j'ai des origines algériennes, tu vois. Je m'en suis doutée. Tout s'est figé sur la petite place du village, dans un silence de mort. Petite Caille se met à pleurer. Depuis hier soir, elle est bougonne. Maman se baisse, la prend dans ses bras et dans un même élan enlace Annette. Elles ne peuvent plus se détacher. Elles s'accrochent l'une à l'autre, désespérément en pleurant. Notre beau-père s'occupe de sa fille. Il essaie de la consoler. Maman finit par s'arracher de l'étreinte de son amie et monte dans le camion militaire, près du chauffeur, Petite Caille sur ses genoux. Elle murmure, effondrée. C'est la faute à pas de chance. Et de grosses larmes roulent sur ses joues. Annette entoure la taille de Mimi ainsi que la mienne d'un bras protecteur. Geste affectueux qu'elle fait très souvent. Elle nous serre très fort contre elle et d'une voix étranglée par l'émotion nous donne sa bénédiction. Les filles, c'est une grande chance pour vous de partir d'ici. Que Dieu vous accompagne et vous protège. Nous sommes très émus, sans comprendre ce qui nous arrive. Nous montons à l'arrière du véhicule avec Noclo et le mari de maman. Annette repart avec ses enfants, accablée, à pas lents, sans se retourner. Dernière image que j'ai gardée de cette femme d'exception. Et Yasmine, que fait-elle? Où est-elle? Dans notre fuite, en quittant précipitamment la cité musulmane, nous ne l'avons pas vue.
Je tends le cou désespérément vers cette interminable rue qui monte vers la commune mixte, mais je ne vois personne. « Mimi, tu vois Yasmine ?» Elle me fait un signe négatif de la tête. Impossible que notre amie ne sache pas que nous partons. La maison est grande ouverte et presque vide. Elle a dû voir notre beau-père rester sur la place pour la nuit. Le camion militaire démarre, encadré par les 2 automitrailleuses. Ils avancent au pas. Je tends une dernière fois le cou. Soudain, je me lève d'un bond de ma chaise, imitée par Mimi. « C'est Yasmine, c'est Yasmine !» Nous hurlons de joie. Elle court, court et court encore, les bras tendus. Elle arrive haletante à notre hauteur. Nous nous touchons fébrilement les mains, le visage, les cheveux. Le camion poursuit sa route en prenant de la vitesse. Elle nous échappe. Impuissante, nous la voyons s'éloigner. C'est le coup de grâce. Le chagrin nous anéantit. Yasmine continue à courir. Elle ne court plus, elle vole. Ses pieds ne touchent plus terre. Mais petit à petit, elle perd du terrain. Sa course ralentit. À bout de souffle et de force, exténuée, elle s'arrête, les épaules en avant, le dos voûté, les bras ballants, terrassée par la douleur. Elle devient de plus en plus petite, une tête d'épingle, et disparaît de notre vue. Le convoi s'engage dans les gorges. Elle est émue. Et ouais, Elle est très moi aussi émue. ça m'a émue. Hein. Ouais. Ça parle de la séparation là, c'est ça. Oui, de ma meilleure amie, oui. Ouais. Ma meilleure amie Kabyle. Et tu l'as pas revue après? Ça a été Oui, quand on est parti à dernier Alger, on l'a jour? revue. Ouais. Mais Ouais. quand on est parti en France, on n'a plus revu, c'est fini. J'ai plus revu. Plus jamais, ouais. Et tu avais un nom de famille? Yasmine avait un nom de Elle famille? avait un nom de famille pour la retrouver? Ouais. On a cherché. Et vous avez jamais eu de... Ouais, elle-même, elle a dû partir sûrement aussi. Ouais, Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. ouais. Merci C'est beaucoup émouvant, hein, pour ce très partage. émouvant, hein. ouais, vraiment. Elle a encore en toi ton histoire. Hein. Ouais, très fort. Ouais. Bah, merci Bien de nous la écrite, hein. partager. Ouais. Bien écrite. Merci aux enfants qui ont poussé Oui, à ce c'est vrai. que d'autres personnes découvrent Bien sûr. cette histoire et ces mots. Alors, Marie, si on veut lire ton livre, Le soleil dans les yeux, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Eh ben, il est à la FNAC, il est à Sorams, À Sourams, dans les à librairies, Cultura, à Cultura aussi, voilà, aux éditions Baudelaire. voilà, édition Baudelaire. Voilà. Ouais, eh bien. Eh ben, merci beaucoup, Ben, Marie. merci beaucoup, Yasmine. Bonne Merci. continuation. Tu restes avec nous? Alors, j'ai le plaisir, moi, de recevoir Charlotte Bertrand. Bonjour. Bonjour. Donc, Charlotte est écrivaine aussi. Et son ouvrage s'appelle L'antidote, chronique d'un Covid long. Donc, on va parler un peu de ce livre, bien sûr, qui est ton histoire, au moins une grande partie de ton histoire. 2 ans et demi de ma vie, oui. Voilà, 2 ans et demi de ta vie, pratiquement 2 ans et demi dans le flou total de la souffrance. Oui, du coup, c'est un roman autobiographique qui retrace l'histoire de mon Covid long, donc une maladie qui s'est déclenchée après une infection Covid. D'accord. Aussitôt après, donc tu as eu ce Covid. Ensuite, tu voyais que tu guérissais pas, qu'il y avait des séquelles. Oui, mon état s'est même dégradé, en fait. Le pire n'a pas été au début de l'infection. Et c'est dégradé peu à peu. C'est progressivement, oui. Au tout début, je travaillais, j'ai continué à télétravailler pour pas contaminer mes collègues. Une fois que j'ai su que j'étais positive au Covid, et puis de jour en jour, ma fatigue s'est accentuée, les symptômes se sont aggravés. Je suis jamais tombée dans un état grave au point d'être hospitalisée ou d'être en grande insuffisance respiratoire, mais mon état était tel que j'étais incapable de gérer les gestes du quotidien et de me gérer, en fait. Et à quel moment tu as décidé de prendre vraiment les choses en main? Parce que comme tu voyais que ça ne s'arrangeait pas et que ça devenait de plus en plus grave.
Oui, alors assez vite honnêtement parce que déjà je crois que je suis de nature assez impatiente donc je supportais pas au bout de 4 semaines de maladie. Alors aujourd'hui de me dire que j'ai été malade 2 ans et demi et que je suis encore aujourd'hui en train de subir les conséquences. De subir les conséquences. Au bout de 4 semaines, ça me paraît tôt pour être à bout, mais j'étais déjà à bout. 4 semaines, j'en pouvais plus. Donc, On va parler du début de la souffrance pendant ces 2 ans. Ouais. Mais en même temps, en te voyant, on pense que tu vas très bien, mais non, pas encore. J'ai encore du chemin à parcourir. Voilà. J'ai quand même beaucoup progressé. Et l'objectif de mon livre, c'était aussi de donner l'espoir aux malades, parce que mon état d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'il était pendant ces 2 années de maladie. Si tu peux nous en parler un peu, ces 2 années. Ouais. Ces 2 années de perdu. Ces 2 années de perdu, c'est encore dur de dire ça. Aujourd'hui, je ne mesure pas tellement à quel point elles ont été perdues ou ce qu'elles m'ont apporté, mais c'est vrai que j'ai dû tout arrêter, projet sportif, professionnel. Ça a impacté ma vie dans sa globalité. De tous les côtés. Hein. De tous les côtés, j'ai dû appuyer sur stop et puis voilà, j'étais plus capable de marcher, de faire le tour de mon quartier, donc ça a été très difficile, d'autant plus qu'on n'avait pas du tout de visibilité sur ce qu'allait se passer dans les mois qui suivaient, vu que j'ai eu des mois plus difficiles les uns que les autres. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'attendait à J+6 mois, J+1 an. Bon voilà, j'ai eu quand même des échos comme quoi le Covid long durait en moyenne 6 mois, 1 an, donc je me donnais des objectifs de guérison. Je suis de nature assez compétitrice, donc je me suis toujours dit que au bout de 3 mois, ça allait être réglé. Puis 6 mois. Ce qui ne fut pas le cas. Ce qui ne fut pas le cas, non. J'ai eu une immunité qui s'est énormément fragilisée et excusez-moi, j'ai attrapé beaucoup de Covid en fait. J'ai eu 6 ou 7 Covid positifs. Plus ceux qui, je pense, n'ont pas été détectés parce que parfois j'ai pu ne pas faire les tests ou les antigéniques ne marchaient pas bien sur moi. Et c'est vrai que j'ai un état qui s'est parfois aggravé du fait d'une surinfection Covid. D'accord. Voilà. Donc tu as mis en statu quo ta vie. J'étais en arrêt de travail, ouais. Du coup, au tout début de mon Covid, quand au bout de 10 jours, j'arrivais pas à me relever du Covid, j'ai dit à mon employeur qu'il me fallait faire un petit break parce que je reprenais pas en énergie. Dès que je faisais 10 minutes, 15 minutes de réunion, il fallait que j'aille m'écrouler sur mon lit de fatigue. Mon corps, mon squelette me tenait plus. Et puis à chaque fois, je lui disais que j'allais revenir, je pensais, d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est vrai qu'à chaque fois, je lui disais ça, le pensant vraiment. Et puis de mois en mois, je revenais jamais, quoi. Jusqu'à juillet dernier, juillet 2023, où j'ai pu reprendre en temps partiel thérapeutique à 50%. Et encore, c'était pas encore ça. Je savais pas si j'allais réussir. Non, c'était un vrai challenge. Je me souviens, j'en parle dans mon livre, que quand je rencontre la DRH, j'ai du mal à la suivre pour aller jusqu'à son bureau, à avoir une marche avec une cadence soutenue, à l'écouter parler pendant 45 minutes. Elle avait un débit assez soutenu. Même tenir une discussion était difficile. Hein. Tenir une discussion était très compliqué, ouais. J'ai eu des passes où je ne pouvais plus regarder la télé, je ne pouvais pas écouter de la musique. Et quand quelqu'un me parlait, je me souviens de dire à mon conjoint ou à ma mère de simplifier leurs phrases et de parler plus doucement, avec un volume sonore qui était plus doux. Même de leur côté, ils se posaient plein de questions. Comment allait évoluer ce Covid long ? Oui, alors mon entourage a toujours fait preuve de beaucoup d'optimisme. Et moi aussi, je crois, c'est comme ça qu'on me décrit, ça fait partie de mes forces. En revanche, je pense que toutes les questions qui se sont posées, ils ne me les ont pas dévoilées ouvertement pour que je garde espoir. Alors c'est à la fois génial et je les remercie, et des fois ça m'énervait énormément parce que t'aurais voulu, t'es frustrée. Des fois je disais c'est facile d'être optimiste. À quel moment d'écrire ce livre, à quel moment, est-ce qu'au bout de 2 ans et demi ou au bout
ou un peu avant pour écrire ce livre? C'est arrivé très très tôt. Alors dès le début, j'ai pris des notes pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour voir s'il y avait un lien entre mon alimentation, les gens que je voyais, le nombre de pas que je faisais dans la journée, parce que ce que les médecins m'ont expliqué, c'est qu'en fait tout était à prendre en compte, tout ce qui était effort cérébral, effort émotionnel, effort physique. Donc j'essayais de voir en fait qu'est-ce qui me fatiguait, qu'est-ce qui pouvait éventuellement me donner un petit peu d'énergie. Donc j'ai dès le début, honnêtement, pris des notes et c'est ce qui fait que j'ai pu aussi reprendre mon récit depuis le tout début. Très bien. Et tu as été suivie régulièrement dans un milieu médical. Oui. Donc, pour ce Covid long. Oui, j'ai été suivie par un médecin de la clinique Clémenville à Montpellier. Voilà. Qui avait l'habitude de... Exactement, qui était expert Covid long. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est particulier parce que la maladie est très très récente, mais c'est quelqu'un qui suivait 1000 patients Covid long environ, et je sais qu'il y avait des non-montpelliérains qui venaient jusqu'ici pour le voir. Montpellier a été assez précurseur dans la pathologie. Donc j'ai été encadrée au bout de 3 mois de maladie par ce médecin. Régulièrement. Qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Oui. Régulièrement, je le voyais tous les mois, et puis j'ai passé tous les examens possibles pour s'assurer que c'était pas autre chose que le Covid long, parce que bien évidemment il n'y a pas de test aujourd'hui qui permet de dire c'est un Covid long. Du coup, suite à une infection Covid, quand on voit que le corps ne se remet pas, par élimination en fait on arrive à la conclusion donc qu'un Covid long s'est développé, qui est donc finalement une réaction du corps post-infection. Le Covid long était un peu laissé pour compte quand même. Il mettait autre chose au départ. Alors oui, c'est vrai. J'en parle aussi dans mon livre, et je pense que c'est quelque chose qui est très très frustrant pour les malades. Très dur. Ben voilà, souvent on nous a demandé si on n'était pas dépressif, si c'était pas dans notre tête, parce que c'est le Covid long en fait, c'est un ensemble de symptômes qui n'ont ni queue ni tête et qui ne ressemblent en rien à ce qu'on a pu connaître auparavant. Moi, j'ai découvert des nouveaux maux de tête, des nouvelles douleurs dans le corps, les bras, les jambes, des problèmes intestinaux, toute la sphère ORL touchée, le brouillard cérébral. Donc il y a tout un tas de symptômes qui existent. Qui sont absolument déconnectés les uns des autres et qu'on ne réussit pas scientifiquement à expliquer. Donc je pense que, bon, voilà, je ne veux pas parler pour tous les médecins, mais peut-être qu'un médecin qui se veut cartésien, c'est parfois difficile de... Très difficile. Très difficile, ouais. Donc lorsque tu as fini d'écrire ce livre, tu l'as présenté ou tu as préféré le faire éditer toi-même ? Alors, je l'ai édité moi-même, c'est de l'auto-édition. J'ai pas du tout fait la démarche de... T'as pas cherché, quoi. L'envoyer à un éditeur. Je le ferai peut-être, mais en fait, j'étais pressée. J'avais besoin de le sortir comme un exutoire, voilà. Parce que je m'étais dit, le jour où je mets un point final sur ce livre, c'est que je suis guérie. Et je pense que ça m'a aidée aussi à aller vers le mieux. D'accord. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Ça va quand même beaucoup mieux. Je veux le dire pour les patients parce que moi, j'avais besoin de me raccrocher à des anecdotes comme ça quand j'étais dans le mal. Et aujourd'hui, je reprends le sport. Je travaille à 80%. Alors qu'en juillet l'an passé, je ne savais pas si j'allais réussir à reprendre à 50%. À mon avis, c'est parti pour aller d'amélioration en amélioration, tout en étant très prudente. Hein ? Voilà, j'ai encore des problématiques immunitaires où je suis assez souvent malade. Je paye des fois mes efforts, que ce soit intellectuels ou physiques, mais je ne savais pas que j'allais aujourd'hui atteindre ce niveau-là de vie. Donc je suis aujourd'hui extrêmement contente. Voilà, pour le moment, on en est là, mais on ne sait pas ce que l'avenir te réserve. Voilà. Il y a un point d'interrogation pour la suite, c'est sûr. Et pourquoi Antidote au pluriel ? Parce titre, qu'en fait, dans le livre, j'ai souhaité... Oui, on peut le montrer. Oui. Antidote au pluriel, ça m'intrigue. En fait, dans le livre, j'ai essayé de parler... c'est le récit chronologique du jour 1 où je suis tombée malade jusqu'à, là, il y a très peu de temps, début 2024. Et j'ai parlé de tout ce qui a pu me faire du bien, parce que c'est difficile d'identifier, en fait, qu'est-ce qui m'a permis d'aller mieux. Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est tout ce que j'ai entrepris ? Tout en sachant que Charlotte, tu as mis un peu d'humour dans ce livre, et donc pour ne pas faire que de la noirceur, voilà. Et j'aimerais que tu regardes la caméra
et que tu nous dises où on peut trouver le livre et tes coordonnées. Tes coordonnées sur les réseaux, ça va de soi. Oui. Oui, donc pour reprendre ce que tu dis, j'ai mis un petit peu d'humour. C'est ce qui m'a permis aussi de prendre plaisir à écrire le livre et de donner envie aux gens de le lire, parce que vu que le sujet est assez grave, je me suis dit qu'il fallait mettre un petit peu de peps pour que ça soit plaisant à lire. Donc le livre se trouve sur Amazon édition en ligne, donc en tapant le titre du livre, Antidote, donc chronique d'un Covid long. Antidote avec un au pluriel. Oui, Antidote avec un S, donc chronique d'un Covid long. Je l'ai écrit sous le nom de Charlotte B. Et j'ai aussi laissé le livre à disposition dans quelques commerces donc de la région, à savoir des bureaux de presse donc sur le Cress, Bayargues, Saint-Bresse, et il est aussi disponible très prochainement à Sorams à Montpellier. D'accord. Et donc tu as des réseaux? Et donc oui, sur les réseaux, je suis Carlotta 34 000, Carlotta-du-bas 34 000 sur Instagram. Et puis sinon, Charlotte Bertrand sur On peut commander Facebook. aussi, grâce au réseau, ton livre. Voilà, j'ai mis le lien sur mes réseaux ou auprès de moi directement. Je te remercie. Merci beaucoup. Et à vous en de m'avoir tous les cas, nous avons eu une longue discussion et ton livre est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Charlotte, est-ce que tu peux me lire un petit extrait? Oui, je vous ai sélectionné 2 très courts extraits que je partage avec vous. Alors le tout début, c'est quand j'explique donc le Covid long et qu'est-ce que c'est. Long, mais c'est-à-dire qui dure un peu, qui dure beaucoup, il fait mal, il gratte, il pue, il fait vieillir plus vite que prévu, il s'en va quand? Il est sympa? Je deviens faible, fragile, impotente, handicapée, dépendante de l'aide des autres, souffrante, inquiète. Quand j'en entends parler pour la première fois, je n'y prête pas attention. Ce n'est pas pour moi, ce genre de choses. Comme si je me sentais au-dessus. Quelle sotte prétentieuse. Puis quand on m'en parle, je prends ça pour de l'humour ou pour une fiction qui est peut-être celle des autres, mais qui ne sera jamais la mienne. Ces gens qui dramatisent toujours, je vous jure. Ça, c'est le premier extrait. Comme si tu étais un petit peu dans le déni, c'est ça qui ressent un petit peu. Ouais, je voulais T'as du mal à y croire. Je voulais pas y croire. Et le deuxième extrait, c'est au bout de 4 mois de maladie, un moment où j'écoute de la musique, alors que ces dernières semaines, c'est très très difficile d'écouter quoi que ce soit. Je suis avec Dame Joie, Mademoiselle Envie et Madame Folie. Elles me reconnectent toutes à la folle pensée de renouer un jour à tous ces beaux moments de vie. Mais elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas malines, elles se sont fait suivre par Dame Injustice, comme 3 novices. Elle est là, elle me snobe, elle se moque, car elle m'a piqué une partie de ma vie. J'en ai les larmes aux yeux. Car malgré toutes ces ondes positives, la vérité, c'est que je suis incapable de me lever du canapé. Je peux seulement écouter et rêver. Voilà. Il y a un style, hein. Il y a un style. J'aime beaucoup ce livre. Pas mal. Merci Charlotte. Merci à vous. Merci. Alors maintenant, je vais m'absenter. Je vais aller rejoindre Alexandre. Monsieur Musique, la chronique, comme d'habitude. Voilà, toujours en présence de Monsieur Musique. Bonjour Myriel, bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus dans Monsieur Musique. Jolie petite rubrique aujourd'hui qui va vous amener, qui va faire plaisir aussi à une certaine communauté africaine, puisqu'aujourd'hui on va parler du zouglou. Le zouglou, pour certains, vous ne connaissez pas, c'est un mot qui n'existe pas et pourtant, ce style musical, le zouglou, il est d'origine... De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et on peut dire une chose, que la Côte d'Ivoire a eu des jours très sombres. Exactement, et c'est pour ça que c'est un style très particulier. Il est apparu dans les années 1990, donc tard quand même. Et il est devenu très populaire dans le pays, dans votre pays, peut-être vous qui nous regardez depuis là-bas. Et il faut dire que le zouglou est un mélange de différents genres de musique, tels que le reggae que l'on retrouve, le coupé-décalé, coupé-décalé, voilà. Coupé. Le zouglou, en fait, c'est aussi du soukous et de la musique traditionnelle ivoirienne. Et Dieu sait qu'ils en regorgent parce que en termes de pratique, de
de percussions et de styles musicaux, ils sont quand même très régénérants. Voilà. Les paroles des chansons zouglou, d'abord, sont souvent des thèmes sociaux. On le retrouve. On retrouve aussi des thèmes politiques. Et c'est aussi le reflet, malheureusement, d'une réalité, puisque on va dire que les préoccupations de la société ivoirienne étaient quand même grandes par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, justement, et ce côté un peu sombre. Mais aujourd'hui, ils renaissent de leurs cendres, et c'est ça qui est important. Le zouglou est également connu sous son rythme entraînant et ses chorégraphies énergiques, et ça, on ne peut pas leur enlever. La joie de vivre. Exactement, et c'est qui fait de ce style de musique une festivité et une popularité que vous, peut-être, vous irez chercher de votre côté en allant sur Internet, ou peut-être faire demande auprès de Monsieur Iya et de lui demander « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me faire découvrir le style zouglou ?» Alors ça, les Ivoiriens, soyez fiers de votre origine musicale, car elle est bien belle. Et nous allons aller faire la fête sur ce thème. Sur ce thème, en tout cas, je le souhaite grandement. Ainsi s'achève Monsieur Musique. Bye bye. Je vous embrasse. Bye bye. Ah, le vieux, ça c'est quoi encore? Ah, petit, danse seulement. Nelson Gaillard, assez vieux. Alain Pitignon, petit, danse seulement. Ikakou le silencieux. L'administrateur Abdoul Razak. Problème à m'aider pour trouver. Donc, on va laisser pour bâtir. Les soucis. Alors, Nawel, tu nous as invité une charmante dame. Tout à fait, il s'agit de Paola. Alors Paola, oh là là, elle a tout un univers que j'ai envie de vous faire découvrir avec toi, bien sûr, surtout toi. Elle est artiste peintre, aquarelliste et carnettiste. Et elle nous a amené deux de ses tableaux que vous pouvez voir devant et qui illustrent la Mongolie. Alors, Paola, moi, je trouve que j'avais une question à te poser. C'est parce que tu voyages, tu dessines, tu peins. Je voulais te demander, est-ce que ce sont les voyages qui t'ont amené à dessiner, à peindre, ou est-ce que c'est l'art, la peinture et le dessin qui t'a amené au voyage, ou alors, je ne sais pas, les deux. En tout cas, cette rencontre-là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus dessus. Alors, la rencontre, elle s'est faite, je dirais, j'ai d'abord peint, dessiné. Ouais. Ensuite, les voyages m'ont toujours fascinée. Depuis que je suis petite, déjà enfant, je m'amusais avec les mapmondes à tourner, me dire « Ah tiens », je mettais un doigt, je disais « Je ne connais pas, j'aimerais bien aller là, etc. » La curiosité. La curiosité de l'ailleurs a toujours été présente. Donc, ça s'est fait au fil du temps. Et au final, c'est depuis, on va dire, 2-3 ans que j'ai orienté mon art, on va dire, vers le carnet de voyage. Parce qu'en fait, il englobe beaucoup de choses qui me correspondent, qui sont bien sûr le dessin, l'aquarelle, le voyage, la découverte et le texte aussi, parce que dans le carnet de voyage, on raconte une histoire. Alors le carnet de voyage, ça peut être un voyage, effectivement, mais ça peut être aussi tout simplement un voyage qu'on fait chez soi. Une des premières choses que j'ai faites après le Covid, ça a été justement de dire je vais peindre mon village, je vais croquer mon village. Et j'ai commencé à faire le tour du village et à faire un carnet sur le village dans lequel je vivais. Et ça m'a permis de le découvrir de façon... différemment. Tout à fait. Tu as vu des choses peut-être que tu n'avais jamais vues avant. Tout à fait, parce qu'en fait, pour moi, le carnet de voyage, c'est une philosophie en fait. De nos jours, on est omnubilé par tout ce qui est numérique. Et du coup, on se fait happer par le numérique et on passe souvent à côté de la vie de tous les jours. Donc moi, je choisis de prendre mon tabouret, mes aquarelles, mes crayons et d'aller arpenter les chemins ou les villes, de me poser, d'observer. Et pendant le temps du croquis, je rentre dans la scène et je ne fais plus qu'un avec le lieu dans lequel je suis. Et du coup,
je m'évade. Alors on peut s'évader très bien en bas de chez soi, comme on peut le faire au bout du monde, en Mongolie, voilà. Oui. Ou on peut le faire en se baladant ou un week-end, le temps, voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui m'anime tellement que j'en ai profité pour organiser des stages de carnet de voyage. Voilà, alors j'allais y venir. Donc tu ne fais pas ces voyages toute seule aujourd'hui? Alors j'en fais toute seule quand je veux moi-même aller très loin. Bon, la Mongolie, j'en reviens, j'y suis allée toute seule. Je n'ai pas amené de groupe parce que je pensais que ce serait trop compliqué. Mais par contre, comme je suis d'origine italienne, voilà. Tu es dans une ville qui nous fait tous rêver. Je suis allée à Rome, déjà prospecter, et puis déjà, ça fait déjà 2 fois qu'on a été avec un groupe faire croquer Rome sur les endroits les plus emblématiques de la ville, parce que c'est vrai qu'il y a un choix incroyable. Il y a de quoi, là. Voilà. Et puis Rome, c'est l'art, c'est la culture, c'est l'histoire. On parle des racines avec l'Empire romain. Ensuite, on passe l'époque baroque. Il y a toute l'histoire de la chrétienté aussi, qui est, quand on y est là-bas, on se rend compte que c'est pas... Moi, quand j'entendais parler de la Bible, il me semblait qu'on me racontait une fable. Et quand on est sur les lieux, on se dit ah non, quand même. Donc là, il y a effectivement, c'est très présent, voilà, c'est très présent. Il n'y a pas Venise aussi? Alors Venise est en cours. Venise est à venir. Voilà. Et alors on peut encore s'inscrire? Alors Venise, je l'ai pas encore mis en ligne. Enfin, je pas encore proposé parce que il faut que je le. C'est en projet encore. Voilà, c'est encore en projet. Par contre, Rome, on part là. Il y a un nouveau groupe qui part en septembre. Qui est complet. Voilà. Mais par contre, septembre l'année prochaine, je vais le reproposer parce que l'année prochaine, il y a le jubilé à Rome. Donc, les dates, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, j'ai regardé, il y a un petit laps de temps possible entre fin août et début septembre. Et là, je reproposerai Et ce sont des groupes de combien de personnes? Là, je prends des groupes de 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes, voilà. Et donc, vous allez dans la ville comme ça, vous voyagez avec vos carnets. Voilà, donc moi je prépare. Tu en as amené d'ailleurs des carnets. Alors, j'ai amené quelques carnets. Alors là, c'est vrai. Les formats, si tu peux montrer. Des vacances romaines. Voilà. Mais c'est original comme voyage. C'est un voyage original parce que ça permet de découvrir le centre historique de façon ludique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on dessine 3 sites par jour, mais on reste dans l'ambiance romaine de la Dolce Vita. C'est-à-dire qu'on se rencontre, point de rencontre, on va prendre le café, on prend le temps de vivre, on se pose, voilà. Après, on va manger ensemble. Je leur explique la culture italienne, les gestes, etc. Bon, il y a toujours des petits côtés ludiques pour se dire, bon, on est là, on passe un bon moment et ce sont vraiment des vacances. Même si on dessine beaucoup, ce sont des vacances, voilà. Donc ça, c'est le programme. Et après, effectivement, on tire des carnets que j'ai pu faire comme ça. Il y a plusieurs carnets. Ouais. Donc là, ça, c'est. Et est-ce qu'il faut savoir dessiner pour venir avec toi? Alors pas forcément. Faut avoir une base, parce que dis donc, c'est quand même très fouillé là. Moi, je ne serais pas capable de dessiner. Alors là, c'est vrai que je vous présente mes dessins, mais dans mon dernier atelier, dernier stage, j'ai eu une dame qui n'avait jamais fait de carnet. Jamais fait d'aquarelle et elle a réussi parce que si vous voulez dans le stage ce que j'essaie de faire, enfin ce que je fais, c'est que dans le circuit on part de sujets simples et on va vers le compliqué. D'accord. Donc tu les accompagnes en fait progressivement. Voilà, exactement. Je les accompagne dans le dessin, dans la perspective, dans la couleur, et je les aide à dessiner le monde à leur façon. Voilà. Parce que pour moi, chacun a sa façon de voir le monde et chacun a la possibilité après de s'exprimer. Il y en a qui le font de façon très naïve, mais très poétique aussi. Donc, c'est pas parce qu'on sait très bien dessiner qu'on va faire quelque chose de touchant. Parfois, on fait des choses
vraiment superbe, même si le coup de crayon n'est pas très très sûr en fait. Là, oui, la technique, c'est pas la garantie de toucher le cœur des gens. Hein. Ouais. Et alors, ces groupes-là, il y a quelque chose aussi qui prend entre les gens. C'est une rencontre aussi, c'est un autre voyage. Oui, tout à fait. C'est vrai que les gens ne se connaissent pas, j'imagine. Alors, parfois ils se connaissent, voilà, parfois ils se connaissent pas, mais il y a l'esprit du carnet de voyage qui est là, l'esprit du croqueur. Ce sont des gens qui aiment, qui sont curieux. Croquer, voilà. Parce que c'est vrai que quand on fait un carnet, là je vous montre des sites, mais on peut faire un petit, dessiner une tasse de café, dessiner un moment de vie, voilà. Tout, en fait. Voilà. Et c'est là, je veux dire, on croque vraiment tout ce qui nous croque la vie. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Et alors, tu as des expositions aussi. Est-ce qu'on peut venir voir, parce que toi, tu fais quand même de l'aquarelle aussi. Oui, alors ça, les grands formats sont tirés de voyages. Oui, alors le festival Water Trip qui est passé. Oui, donc. Tu peux nous en parler un petit peu. Tu participes chaque année. Non, c'était la première année. C'était la première année. Et donc c'était une bonne expérience. Une bonne expérience. Voilà, une façon de se faire connaître aussi, parce que moi, c'est vrai que mes stages de carnet de voyage ont lieu à côté de Saint-Guilhem-le-Désert, et c'est une façon pour moi d'élargir te faire connaître, hein, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc voilà, Water Trip, et puis donc. Et là, avant la fin de l'année, tu as des. Alors avant la fin de l'année, je vais aller à Venise. Oui. Venise, faire un festival, une mostra sur le carnet de voyage Matite in Viaggio. Waouh. Voilà. Ça fait rêver. Et moi, ensuite, ça me fait rêver. Et ensuite, de fin novembre, du 14 novembre au 5, je pense, novembre, décembre, jusqu'au 15 décembre. Ouais. Là, c'est à Gignac, là où j'habite. Oui. C'est la médiathèque qui m'a demandé si je voulais bien exposer mes œuvres. Donc voilà, j'exposerai mes œuvres à Gignac. Formidable. Moi, j'ai regardé. Ils posent pour toi, là, les gens, quand tu vas en Mongolie comme ça, ils viennent te voir quand tu croques, quand tu peins. Disons que c'est moi qui leur demande si je peux les croquer, si je peux les dessiner. Et en général, ils sont d'accord, les gens. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, après, c'est moi qui fais des montages. Là, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai voulu mettre un portrait d'homme dans une silhouette d'aigle, parce qu'ils font la chasse à l'aigle. Ouais. Et donc, je voulais faire quelque chose qui soit un peu symbolique et qui symbolise la nature sauvage du Mongol, en fait. Ouais, ce que tu veux faire ressortir, toi, ton monde à toi aussi, hein, à travers ton regard. Ouais. Bon, un univers très riche, hein, Paola. Alors, moi, je t'invite à regarder la caméra et à dire à nos auditeurs, nos spectateurs qui veulent venir voir tes expositions, peut-être s'inscrire à un de tes voyages dessinés avec toi. Comment est-ce qu'on peut te joindre, te trouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site? Alors, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Alors, Paola Granden. Je suis Paola Granden sur Facebook, Paola Granden sur Instagram. On peut aussi me trouver sur un site que j'ai, paola-granden.fr. Je mets en ligne, dès qu'ils sont disponibles, les dates de stage. Donc des stages à Rome, prochainement un stage à Venise, ensuite des stages sur Montpellier, des stages dans le Cœur d'Hérault, là où j'habite. Et puis j'anime aussi des ateliers sur Gignac, des ateliers... Toute l'année ? Toute l'année. D'accord. Des cours pour ceux qui sont pas loin de Gignac et qui aimeraient apprendre l'aquarelle, enfin toute technique, voilà. Donc, super. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites et vous trouverez mes coordonnées sur les sites. Bon voyage. Hein. Merci. Bravo. Merci Paola. Merci Paola. Donc, ma chérie. Oui, c'est à moi. Et puis on accueille le seul. Oui, c'est vrai. Dire, il est encore plateau. pour toi. Il est encore pour moi. Moi, je suis gâtée aujourd'hui que des hommes. C'est génial. Et donc on accueille Jean-Noël Le Junter, voilà, qui est peintre. Et après ses études, il a séjourné dans plusieurs pays, comme l'Écosse, l'Angleterre, les États-Unis, la Grèce. Il a suivi aussi les cours du soir des Beaux-Arts, du Glasgow University Arts Club et de divers ateliers. On ne dirait pas quand on le voit comme ça, parce qu'on dirait un homme bien de chez nous.
Et de toute façon, C'est oui, vrai, parce hein. que C'est aussi un voyageur. parce que Paola. mais oui, et il nous fait d'ailleurs voyager dans ses toiles. Alors il a exposé là aussi dans plein de galeries, dans des salons nationaux. Moi j'ai été époustouflée parce que j'ai été sur son site et j'ai vu la liste de tous les prix, les récompenses des grands prix. Il a été lauréat. Voilà, moi je suis impressionnée parce que alors moi c'est pas du tout mon truc de faire ça. Il fait aussi des expos solo et collectives et il a plein d'articles de presse sur lui. Alors il va surtout aussi nous parler, moi c'est ça qui m'intéresse, de son parcours et puis de tout ce qui l'inspire. Je pense qu'il y a plein de choses qui l'inspirent ici dans notre région. Et d'ailleurs on peut le voir, moi j'aime bien aussi les couleurs qu'il utilise, on peut le voir dans son tableau ici. Voilà. Ah, c'est superbe. C'est beau. Donc, Jean-Noël, c'est à toi de nous parler un petit peu de ton art et de cette façon que tu as particulière de peindre. Ben, écoutez, moi, je peins depuis une 50aine d'années. J'expose seulement depuis 95 à peu près. Donc, j'ai attendu longtemps avant de montrer ce que je faisais. Et alors, moi, ce que j'aime, c'est aller un peu partout avec le sac à dos, l'aquarelle, le matériel aquarelle. Tiens, voilà. Vous pourrez faire des choses, des voyages. Et je peins sur place les atmosphères qui me plaisent. Et je me sers des aquarelles après pour faire des huiles, souvent à base de plusieurs aquarelles, des compositions. Et mon problème, c'est que j'ai toujours été reconnu à l'huile. J'ai eu pas mal de prix, comme vous voyez, j'ai exposé dans des galeries. Tout à fait. Et les aquarelles, ça les a jamais intéressés. Ah tiens, alors ça, on ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi, mais j'ose pas le dire. Bon. C'est toi qui vois. Ici, hein. En fait, Tu peux oser. C'est une galerie prend la moyenne en général, c'est 50%. Donc sur une huile, moi j'ai une cote à l'huile, donc elles sont vendues assez chères, etc. Ça les intéresse. Sur une aquarelle, 50%, ça leur fait pas. Et voilà. D'accord. Et voilà, c'est une question d'argent. Et voilà, une histoire d'argent, alors que... C'est un marché hein, aussi. Et oui, là, oui, hein. oui, tout à fait. Il y en a qui ne seront pas contents que je dise ça. Peu importe, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, dis-nous ce qui t'inspire. Voilà, donc comme Paola, tu vas dans un endroit, tu t'installes avec ta toile. Comment ça se passe, en fait? Alors, pendant très longtemps, je faisais beaucoup de marine, donc j'allais sur les quais dans la région, à Palavas, à Sète, etc. Et avec le Covid, quand on peint dehors, on a toujours 30 personnes sur le dos, en train de regarder. Donc, j'ai décidé d'aller dans des coins un peu plus tranquilles. Et j'ai fait beaucoup de choses autour du Pic Saint-Loup, au-dessus de Saint-Guilhem aussi, là où je rencontrais personne. Mais tu ne vas pas en plein soleil, j'espère, en Pic Saint-Loup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se protéger du soleil. Moi, je fais les aquarelles en toute saison. Donc, ça dépend la saison. En été, j'y vais tôt le matin, en général, parce qu'il y a une meilleure lumière. Des fois tard le soir, mais pas en pleine journée. Mais hors saison aussi, en pleine journée, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peins tous les jours? Est-ce que je peins tous les jours? Pas tous les jours, parce que je sculpte aussi. Donc, tu sculptes? Oui. Alors, tu sculptes sur quel support? Alors, je la fais terre, taille directe sur pierre. Sur pierre. Tailleur de pierre? Oui, si on peut dire. On peut dire? Enfin, le principe est le même, mais à la fin, c'est un travail artistique, donc avec une partie de taille et puis une partie qui est beaucoup moins intéressante, qui est le polissage. Ça prend des heures. Mais la taille, quand même, la partie de taille, ça doit être dur de tailler une pierre. Physiquement, c'est dur, oui. Il faut de la force, hein. Ça fait mal à l'épaule. Et ça t'est venu comment, en fait, l'idée de sculpter la pierre? Parce que ça aurait pu être le bois ou carrément travailler la terre, pas l'argile. J'en ai fait un peu de terre, mais n'ayant pas de four, les pièces que j'ai fait maintenant, on dirait des antiquités sorties de terre, parce qu'il manque un bras, une tête, ça s'est délité. Donc la pierre, au moins, ça risque pas de tomber là. Ah non.
Excuse-moi. Alors, j'ai pas amené de sculpture parce que la moindre sculpture pèse 20 kilos. Ah oui, d'accord. Et des fois beaucoup oui, plus. bien sûr. Ah oui, c'est lourd. Et tu sculptes quoi, en fait? Comme sujet? Oui. Alors, j'ai fait beaucoup d'animaux, des taureaux, par exemple. Ah, forcément. Des taureaux, des dauphins, ce que j'ai fait encore, des hippocampes, la dernière. La plus dure que j'ai faite, c'est la plus petite, mais un hippocampe, c'est fou à faire. C'est plein de petits carrés. C'est minutieux, ouais. Et puis sinon, j'ai fait des nus. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Avec des modèles où tu t'es inspiré avec de vrais modèles ou... Oui, alors le modèle, il ne pose pas pendant 50 heures. Oui, j'imagine. Mais je fais des croquis. Voilà. Je vais dans un atelier à Saint-Gély, on a un atelier libre où on fait venir des modèles. Donc, moi, je fais des croquis ou je fais des aquarelles qui me servent après. Et donc, tu navigues entre aquarelle et sculpture. Qu'est-ce qui est quand même l'art que tu préfères? Alors, l'art que je préfère, c'est celui où je suis le mieux reconnu. C'est l'huile. L'huile. Tu continues à en faire de toute façon. Tout à fait. Mais en fait, les aquarelles, ce sont des études pour les huiles. Ok. La sculpture, je trouve ça ingrat par rapport à la peinture, etc. C'est plus dur. Ça prend plus de temps, c'est moins gratifiant, c'est difficile à exposer parce que moi, plus que j'ai embarqué, je crois, c'est 5 sculptures, j'avais 400 kilos dans ma voiture. Dans la voiture, oui. Bon, exposer des tableaux, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est léger, ça se transporte. Alors, est-ce que tes tableaux, quand tu vas sur place, est-ce que tu sais à l'avance, toi, où est-ce que tu vas aller le matin quand tu te lèves? Est-ce que tu vas aller plutôt vers le Pic Saint-Loup, plutôt vers les temps de l'or, je dis par exemple, ou vers Thau, vers... En général, je sais à peu près où je vais aller. Après, sur place, je cherche le coin le plus intéressant. Qui t'inspire, tu sens que ça va t'inspirer? Ouais. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver dans un endroit où tu parlais du monde, des gens, voilà, parce que c'est vrai, hein, quand on voit un artiste qui est en train de créer, on est curieux, on a envie de voir, on s'imagine pas qu'on peut le gêner. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses un petit peu... est-ce que tu as une anecdote, par exemple, un oiseau, disons que... Ah oui, les oiseaux, ça c'est... Voilà, un flamand, peu importe. Non, je me mets jamais sous un toit, par exemple. À la limite du toit, parce que j'ai eu quelques expériences malheureuses comme ça. À un moment où c'est presque fini, puis hop, il y a une mouette qui passe. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Un cadeau qui tombe. Sinon, il y a des anecdotes amusantes avec des gens. C'est par exemple les gens qui viennent donner des conseils ou critiquer. Il n'y a pas la maison de ma grand-mère, par exemple. On m'a dit plusieurs fois. Ils se permettent. Ça, et puis, on n'avait pas fait les fenêtres. Puis, c'est pas de cette couleur-là. Et puis, un ciel vert, ça ressemble à rien. Ils sont gonflés quand même. Souvent, oh là là. Incroyable. Où tu n'as pas entendu, mais moi, ça, je peux le faire aussi. Si. Oui, voilà. Oh là là. La critique, elle est facile. Hein. La critique est facile. Des jugements. Mieux vaut avoir une critique que rien du tout. Ah ben tout à fait, oui. Alors dis-nous, tu vas dire à nos spectateurs, aux personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors tu ne vas pas dire où tu vas peindre en secret, mais où est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Tu as un site? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Et tu t'adresses à la caméra qui est juste là. Alors j'essaye de publier un peu sur les réseaux sociaux, bien que je ne sois pas très très assidu, et que je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, parce que... À part les likes et les commentaires, il n'y a pas des clients potentiels qui peuvent t'acheter via les réseaux. Sur les réseaux sociaux, non. Non. Je n'ai pas, faire connaître. Et sinon j'ai un site qui est www.leginter.com où vous pourrez voir des aquarelles, des huiles et des sculptures. Les huiles, on peut les voir ailleurs aussi, dans différentes expositions. Les aquarelles et les sculptures, il n'y a guère que sur le site que vous les verrez. D'accord. Super. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci. Alors, je voulais vous remercier tous ici présents d'être là avec nous. Nous avons passé vraiment des moments merveilleux et émouvants. Oui, émouvants, oui. Et on voulait vous dire aussi à bientôt, j'espère. Et on voulait vous dire au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye bye.